Qu'est-ce qu'un bon film? Voilà une question qui reste en suspens depuis bien longtemps et auquel j'ai décidé de m'intéresser dans cette vidéo. Pour ce faire, j'ai sorti l'artillerie lourde et tenté de trouver la réponse à cette question dans des livres de cinéma professionnel. Sur internet. Judicieux, je sais. Je commençais alors ma quête avec la base de la base, internet donc. J'ai cherché et encore cherché durant au moins 3 pages de recherche Google, jusqu'à la 3e page. Respect. Jonglant de forum en forum, je ne découvris que les mêmes réponses encore et encore. Des bons acteurs, une belle réalisation, de bonne musique, de l'action, des bons effets spéciaux, simplement le fait qu'on ne s'ennuie pas, ou encore, comme l'a dit un jour un grand homme du nom de Jean Gabin, 3 choses font qu'un film est un bon film, une bonne histoire et une bonne histoire. Et si c'était encore plus simple que ça, me dit mon petit frère. Intéressant, petit frère. Et si son avis n'était pas pour une fois inutile? Je n'allais pas m'arrêter là et décidai donc de demander directement à la populace sur Twitter. Résultat, les mêmes réponses trouvées sur les forums. C'est alors que me vint soudainement la réponse à l'ultime question. Et si vous aviez tous raison, alors qu'est-ce qu'un bon film? Je pense que c'est avant tout un film qui t'a fait ressentir des choses, qui t'a fait réfléchir à toi et à personne d'autre, toi la personne que je tutoie derrière ton écran. Évidemment, les acteurs, la réalisation, la musique, tout ça est important et joue un rôle indispensable dans la qualité d'une œuvre et dans la façon dont le film t'a touché. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est fan de Citizen Kane et crache sur Fast and Furious que c'est un saint et que son avis est indiscutable. Tant que le film te fait ressentir quelque chose à toi, qu'il t'intrigue ou te fait te remettre en question, c'est ça le plus important. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui les amis, on va parler d'un bon film. Laisse-moi deviner, c'est Batman Forever. Ok, alors V pour Vendetta est une adaptation des comics du même nom réalisée en 2006 par James McTagg. Je ne suis absolument pas sûr de la prononciation. James McTagg donc qui avait passé avant ça la plupart de sa carrière à être assistant réalisateur. Amateur. Et en particulier auprès des frères Wachowski avec lesquels il s'est apparemment bien rapproché étant donné que ces derniers ont écrit le scénario de V pour Vendetta. Sauf que c'est les sœurs Wachowski maintenant. Tiens, même pas de blague? Même pas de blague. Trop risqué? Trop risqué. Ok, alors le film commence avec la voix de Nathalie Portman qui nous apprend qu'un homme peut mourir mais pas une idée et blablabla. Les idées ne saignent pas, elles ne ressentent pas la douleur. Ce sera important. Et là, boum, générique. On se retrouve ensuite en parallèle avec le mystérieux V et son masque d'un côté et Nathalie Portman de l'autre, tous deux se préparant à sortir tout en écoutant l'émission d'un mec qui n'a pas l'air d'aimer les États-Unis. USA, urinoir de sodomite, quelle amérénique. Elle sort en fait chez elle mais découvre qu'elle a mis tellement de temps à se maquiller qu'elle a dépassé le couvre-feu. C'est une meuf mec, tu t'attendais à quoi sérieux? Bref, il fait tout noir dans la rue et décide donc en toute logique. Réponse A, rentrer chez elle. Réponse B, rentrer chez elle. Réponse C, rentrer chez elle. Réponse D, aller dans une petite ruelle encore plus sombre. Et c'est la réponse D, bravo. Elle tombe sur des policiers qui s'avèrent être également des violeurs. Si au lever du soleil t'es pas le petit cul le plus désolé de tout Londres, tu seras sûrement le plus déchiré. Policier. Même moi je me le serais pas permis. Quoique... Heureusement arrive V qui sauve de justesse Nathalie Portman et défonce les deux policiers d'une facilité déconcertante. Il se présente alors en sortant un méga discours constitué presque intégralement en mots commençant par V et je dois bien avouer que ça a son petit effet. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victimes et de vilains par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de l'abolition. Mais c'est Vora! Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Je me souviens pas avoir entendu vagin. Êtes-vous une sorte de malade mental? Ivy accepte de suivre V et ce dernier l'amène sur les toits de la ville pour lui montrer son concert exceptionnel. On
On arrive ensuite à John Hurt derrière un écran géant. Ce mec me dit quelque chose. Qui semble être le grand Manitou dictateur et qui n'est visiblement pas très content après le petit concert de V. Malgré tout ça, Nathalie Portman a décidé de quand même aller travailler parce qu'après tout, l'argent c'est bien. J'en connais un qui devrait prendre exemple. Retourne à la mine, sac à merde. Ma calmine. C'est moi qui pose les questions ici. Bref, elle retourne travailler donc alors qu'elle sait très bien qu'il y a des caméras partout qui l'ont vu la veille, et la surprise, la police arrive pour l'arrêter. Mais heureusement, Voro est là pour faire diversion en propageant un message anarchiste sur toutes les télés de Londres tout en proposant à la populace de se soulever et de se préparer pour le 5 novembre de l'année prochaine. Pourquoi attendre un an ? Mais si, la symbolique, tout ça. Il en profite pour récupérer Nathalie Portman qui a décidé de l'aider grâce à son arme ultime. Et la ramène donc chez lui. Ivy se réveille alors dans la V-cave qui se révèle être un putain de musée. V lui annonce qu'elle devra rester ici pendant 1 an par sécurité et elle file dans sa chambre. Fallait pas vous occuper de moi. Pourquoi vous m'avez pas laissé tranquille? Vilaine fille. Une fois revenue, V est en train de cuisiner et oh bordel! Quitte à garder le masque, il aurait pu garder les gants, c'est dégueulasse là. Oh regarde, il y a des champignons sur mon œuf. On retrouve ensuite le présentateur qui crachait sur l'Amérique au tout début, souvenez-vous, dans sa salle de bain bourré d'écran et regardant sa propre émission. Il est tellement imbu de lui que je suis sûr qu'il se masturbe sur sa carte d'identité. Jusqu'à ce que V débarque et le tue par vengeance. Il était apparemment impliqué dans ce qui lui est arrivé auparavant. Pendant ce temps, chez les inspecteurs. Oh mon dieu, le présentateur n'a pas toujours été présentateur. Retour à la V-cave où V et Ivy se rapprochent de plus en plus. Je suis cultivé seul. Moi aussi. Rébellion. Et cette dernière finit par accepter de l'aider. En vrai, il lui a montré sa bite toute brûlée et elle avait trop pitié. Son rôle est donc de faire diversion auprès d'un prêtre pédophile qui est lié à la vengeance de V et oh mon dieu. Je crois que le fantasme de beaucoup de monde vient de se réaliser. Emma Watson, t'es la bienvenue pour une suite. V arrive à tuer le prêtre, mais le truc c'est que Ivy en a profité pour piéger V et s'enfuir chez Gordon. Evie. Voici une fleur, trouvez V. Ok. Sauf que c'est déjà trop tard et V l'a tué. Je vais souffrir. Grâce à un flashback post-mortem, on se croirait dans Assassin's Creed là. On commence à comprendre que toutes ces personnes tuées par V sont impliquées dans des expériences top secrètes faites durant la guerre et que V faisait partie des cobayes. Le seul à être sorti vivant des flammes d'ailleurs, vivant mais changé à jamais autant psychologiquement que physiquement. Pendant ce temps, chez les inspecteurs. Ici c'était le gouvernement, les méchants. Alors Nathalie Portman se trouve toujours chez ce cher Gordon et ce dernier lui montre l'émission qu'il a préparée que je qualifierais de hérétique. Du coup John Hurt est encore plus mécontent et envoie la policier le tuer. Ivy se cache, s'échappe mais se fait kidnapper au dernier moment et interroger sur V. Elle se fait raser les cheveux, enfermée, humiliée, affamée. D'ailleurs chapeau à Nathalie Portman qui a accepté de se faire raser les cheveux, pour de vrai. Tout ça jusqu'à son exécution et là, c'est le twist. Ce n'était qu'une mise en scène de V. Pourquoi? Tu disais vouloir vivre en ignorant la peur. J'aurais souhaité un moyen plus doux, mais il n'existait pas. J'avais pas du tout reconnu sa voix depuis le début. Du tout. J'étais persuadé que c'était l'agent Smith. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Oh, wait. Bref, V lui explique que tout ça avait un but initiatique afin qu'elle comprenne sa façon de penser, ainsi que de comprendre par quoi il est également passé et donc de devenir plus ou moins comme lui. Et c'est beau, putain. C'est beau. Pendant ce temps, chez les inspecteurs. Dis-nous la vérité, mystérieux homme. Et là, tu devineras jamais. Il leur dit la vérité. Qu'est-ce que vous attendiez? Mais vous, inspecteur, j'avais besoin de vous. V continue alors sa vengeance, Nathalie Portman regarde la télé et les deux inspecteurs continuent leur enquête et se rendent compte que V a envoyé ses masques à toute la population afin de créer avec succès ce qu'il voulait, le chaos.
Ok, préparez-vous tous à recevoir un masque Bob. Le grand jour est arrivé le 5 novembre, un an après les événements du début du film. On découvre alors que V rempli d'explosifs un métro abandonné dont les rails mènent directement au Parlement et laisse la décision et la responsabilité à Ivy qui lui laisse un dernier baiser avant de partir accomplir sa vengeance auprès de John Hurt, le chancelier. Ça y est, je sais, c'est Ollivander! Lequel se fera alors tuer par un des membres de son propre parti engagé par V. Ces derniers se retournent ensuite contre V, tout le monde lui tire dessus mais il se relève et nous donne la plus belle scène d'action du film en tuant tous les soldats avec ses couteaux. Mon point faible, les petits couteaux. Il retourne ensuite à moitié mort auprès d'Ivy et lui fait sa déclaration d'amour jusqu'à mourir dans ses bras. Je t'aime, Evie. Comme je ne pensais plus jamais aimer. Je pleure des larmes de caoutchouc. Le peuple est dans la rue, tous portant le masque symbolique de la révolution et Ivy finit par envoyer les explosifs. La population admire alors l'ultime œuvre de V avec la destruction du pouvoir mis en place grâce à l'idée qu'il représentait. Et c'est ainsi que se finit V pour Vendetta. Alors ce film est un bon film. Du moins comme je l'ai dit en vidéo, il m'a touché moi en tout cas. Le scénario made in Wachowski, c'est pas Wachowski du coup. Le scénario donc est vraiment haletant et intelligent. La réalisation est très bonne. La musique est excellente et accompagne parfaitement le film. Et les acteurs sont juste incroyables. Nathalie Portman en Ivy est irréprochable et Hugo Weaving en V réalise une interprétation impressionnante, d'autant plus qu'on ne voit pas son visage une seule fois, je le rappelle. Le film transporte tout comme V une idée, un message fort qui nous touche tous. Anarchie! Et ça, c'est beau. Conclusion donc, V pour Vendetta est un putain de bon film, donc si par mégarde vous ne l'avez pas encore vu, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au fait, j'ai toujours pas entendu le mot vagin.